Comment vous sentez-vous vis-à-vis de votre travail ? Est-ce une source d'épanouissement et d'enthousiasme ou plutôt une cause de stress et de démotivation ? Alors si vous vous reconnaissez plutôt dans la deuxième catégorie, si chaque semaine par exemple vous attendez avec impatience le week-end ou les prochaines vacances, alors je vous recommande vraiment chaudement le Parcours Chance. Vous le savez, un partenaire fidèle de Métamorphose. Parce que la vie est trop courte pour être gaspillée dans un travail qui ne vous convient plus. Chance, c'est bien plus qu'une simple plateforme, c'est une communauté d'entraide professionnelle déterminée à vous aider à retrouver votre place dans le monde du travail. La méthode de la communauté Chance est unique et éprouvée. En seulement 3 mois, vous pourrez redéfinir vos objectifs professionnels et retrouver ce qui vous passionne vraiment avec l'accompagnement d'un coach professionnel dédié. Si ce message trouve écho en vous, je vous invite à passer à l'action dès maintenant. Rendez-vous sur le site chance.co pour bénéficier d'un entretien gratuit avec un conseiller et changer ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle. Bienvenue dans la saison 6 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h. Tracer sa route, suivre sa voie, écouter son cœur, pas toujours facile de vivre pleinement en se faisant confiance, en faisant fi des critiques et parfois des coups bas, et de faire les choix que nous dicte notre cœur, même quand ils ne semblent pas raisonnables aux autres. Mon invitée du jour a pourtant réussi à rester elle-même malgré la célébrité. Elle a su dire non quand elle en ressentait le besoin et avancer malgré les obstacles de la vie, et notamment récemment le cancer de son compagnon. Mais d'où lui vient cette force de vivre ? Présentatrice, vedette de la télévision dans les années 90, mais aussi actrice, chanteuse, mannequin, elle est aujourd'hui fière d'inspirer chaque jour des milliers de femmes sur Instagram qu'elle appelle ses Instamies et vient de publier son premier ouvrage, La vie m'a réservé bien des surprises aux éditions Le Duc. On y découvre son incroyable force de caractère et cela donne envie de mieux la découvrir. Je suis ravie de recevoir dans Métamorphose Véronica Loubry. Bonjour Véronica. Bonjour Anne, merci beaucoup. Avec joie, grand soleil, vraiment. Vous commencez, vous qui venez du Sud, vous nous apportez le soleil et parce que vous êtes comme ça, vous êtes solaire et vous commencez votre livre en racontant que vous aimez la vitesse et c'est vrai qu'à la lecture, on a cette impression un peu que rien ne vous arrête. Vous êtes né comme ça ? Alors là, vraiment, je pense maintenant, après avoir beaucoup parlé avec tous les gens de ma famille, que je suis née comme ça. Ça y est, ça, c'est pas venu... J'ai relu il y a pas très longtemps des textes que j'avais écrits en 97 et où j'écris que mon papa me dit « Tu as 4 ans et tu parles à tout le monde dans le restaurant. Nous avons peur avec maman que l'on te kidnappe. » Tellement tu es une enfant solaire et qui aime discuter. Donc en fait, ça date. C'est pas d'aujourd'hui. Voilà, Anne. C'est un secret de polichinelle. En fait, je suis une bavarde et je suis quelqu'un de solaire et quelqu'un de. Je suis une femme qui aime, parler. Est-ce que parfois vous ralentissez et est-ce que vous avez des signaux que vous écoutez qui vous suggèrent parfois comme ça de prendre le temps ou de poser les choses ou est-ce que l'âge venant, quand on est un peu plus âgé, on est à peu près de la même génération, il y a quand même une forme de sagesse qui s'installe ? C'est vraiment une bonne question et pour vous dire la vérité, hier j'ai eu une première alarme où mon corps m'a dit maintenant il faut s'arrêter dans le train pour venir ici justement parler avec vous. Et j'ai eu la tension qui est montée à 20 et en fait on a dû appeler un docteur dans le train et c'est la première fois de toute ma vie, j'ai 55 ans, que je me suis dit là il faut que tu t'écoutes parce que tu vas à 200 à l'heure depuis toujours. Et puis cette année, avec le cancer de mon compagnon, j'ai mis bouchée double pour que jamais ils ne s'aperçoivent que moi, j'allais pas bien. Donc en fait, j'ai dû puiser sur toutes ces énergies à l'intérieur, toujours en parlant à l'univers, en me disant voilà, tout va bien. Mais hier, j'ai eu ma première alerte. Et j'ai un groupe d'amis dont je parle justement dans le livre et elles m'ont dit maintenant, ça suffit. Si tu t'arrêtes pas, nous, on va t'arrêter. Sauf que là, c'est la promo du livre. Et m'arrêter, ça va être très difficile, mais j'ai des alertes là qui me disent qu'il faut que j'aille doucement. Donc j'ai dit que par exemple demain je ne faisais rien, ce qui m'arrive jamais. Voilà.
Mais vous avez raison, il faut s'écouter. Cet ouvrage débute aussi sur l'annonce du cancer, vous en avez parlé à l'instant, du cancer de votre compagnon qui a été découvert quasiment, on peut le dire, par hasard. Ça vous tombe dessus, c'est vrai que c'est violent, on est saisi par votre texte, il y a quelque chose d'injuste et malgré tout, vous devez endosser ce rôle d'aidante, d'accompagnante qui demande de rester forte en toutes circonstances. Où est-ce que vous avez puisé cette force à ce moment-là, justement, de cette personnalité, où vous avez des ressources qui datent de votre enfance, peut-être ? Comme je le dis aussi dans le livre, je parle beaucoup de mon enfance et de ma petite enfance à la ferme avec mes grands-parents. Et je pense que j'ai puisé ça de ma grand-mère, de ma maman également, ma maman, elle a 78 ans, elle est classée au tennis. Mon papa, il a 82 ans, il fait 80 km de vélo tous les 2 jours. Et ce sont des gens qui ont une vraie énergie. Donc j'ai d'abord puisé ça chez eux. Mais à l'annonce de ce cancer, comme vous dites, qui est tombé à la suite d'une prise de sang pour le cholestérol. Donc c'est-à-dire que mon compagnon était en pleine forme. Et quand je vous dis en pleine forme, quand il m'a dit qu'on faisait cette prise de sang, il m'a dit « Tiens, je veux qu'on fasse une prise de sang parce que je suis sûre que je vais arrêter le médicament contre le cholestérol. » Et d'autant, ça résonne énormément en moi, puisque aujourd'hui, il ne serait plus là si on n'avait pas fait cette prise de sang. Il ne serait plus là. Il ne serait plus là, puisque quand on lui a annoncé le soir même de la prise de sang, il était stade 4 d'un cancer, du pancréas et de la rate. Donc c'est violent. Pour trouver l'énergie nécessaire, je pense que inconsciemment, j'étais dans le déni. J'étais dans le déni en étant complètement en phase avec la réalité, puisque je me suis documentée, je suis devenue infirmière, je suis devenue aidante, soignante, oncologue. Vous savez comment c'est, nous les femmes, on endosse et surtout on a dans notre dos un panier avec des pierres tellement lourdes à porter, mais on assume. Et en fait, pour pas que mon compagnon sombre, je me devais, moi, d'être forte. Vous avez cette phrase comme un mantra que vous dites, j'ai les épaules, je peux tout prendre sur moi. C'est vrai que quand vous le dites comme ça me fait quelque chose aussi maintenant, avec le recul, parce que je m'aperçois que c'est vrai que j'ai tout pris sur moi. Je peux le faire. Au moment où on a annoncé son cancer, je me suis mis dans la tête, c'est moi qui vais tout porter. Et c'est moi qui vais endosser ça. Je me suis même parfois entendue dire, c'est à moi que ça devrait arriver. C'est horrible, c'est horrible parce que je voulais l'épargner lui, alors que c'est un homme et qu'il a les épaules nécessaires également. Mais j'ai vu son regard devenir un regard d'un petit garçon, d'un enfant perdu. Et je me suis dit, si moi j'ai pas le regard de la femme forte, en voyant tout ce qui s'est passé en 1 an avec ce cancer, il va sombrer. Et d'ailleurs, il le dit. Il dit, tu es ma guérison. Ouais, c'est touchant d'entendre ça. Qu'est-ce qui vous ressource, vous, quand c'est trop dur ou quand ça a été trop dur ? Alors, vous avez évidemment toute cette communauté aujourd'hui qui vous soutient. Vous avez partagé ce cheminement aussi avec votre communauté, tout en gardant vos activités. C'est pas devenu non plus le sujet central de vos activités. Et certainement, c'est aussi positif, la vie continue. Comment est-ce que vous trouvez des ressources en vous et puis peut-être à l'extérieur, Véronica ? Alors là où vous avez raison, c'est que j'en ai parlé, je l'ai partagé avec ma communauté. Je l'ai partagé tout simplement parce que, je le dis, je suis marraine d'une association pour les enfants en fin de vie. Et en fait, j'ai vu beaucoup de parents dans cette association en 5 ans et les enfants ne sont plus là. Mais ce sont des enfants. C'est pas possible dans la tête d'un parent de voir disparaître son enfant parce qu'il a un cancer du tronc cérébral ou autre cancer. Donc en fait, cette force, je l'ai puisée parce que je connaissais la douleur des parents. Et je me suis dit, là, moi, je vais mettre en avant la maladie parce qu'il faut en parler du cancer. C'est très important, il faut parler des marqueurs. Si on n'avait pas fait les marqueurs à mon compagnon, il ne serait plus là, Anne, parce qu'une prise de sang normale, on décèle pas un cancer. Souvent, il y en a qui disent, ah oui, mais moi, j'ai fait une prise de sang. Non, si on n'a pas fait les marqueurs, on peut pas savoir que là, le CA19-9, en l'occurrence, était plus 10 000 fois plus élevé que la normale. Donc en fait, j'en ai parlé, mais comme vous dites, à juste titre, j'ai fait toutes les autres choses normales en même temps. Et mes Insta-amis étaient ma force, mais aussi la forêt,
les lieux où je me recueille. Je ne suis pas une fille qui fait du yoga du tout. D'ailleurs, je devrais peut-être en faire pour un peu, vous voyez, me calmer. Mais j'avais besoin de la forêt, j'avais besoin des arbres, j'avais besoin de mon univers à Aix-en-Provence. Et quand j'allais là-bas dans la forêt, parfois je criais, toute seule, en hurlant, en me disant « Ok, ça fait du bien. Voilà, ça y est, je suis repartie. » Vous parlez d'ailleurs de cette montagne Sainte-Victoire comme parfois le témoin de vos douleurs. Oui, c'est exactement cela. C'est-à-dire que j'avais besoin de me mettre face à la Sainte-Victoire et hurler, en me disant, voilà, il faut prendre mon énergie, la transformer en positif, et surtout jamais pleurer ni hurler devant lui, quoi. Voilà. Ni devant mes enfants. Il y a quelque chose à la fois peut-être de l'ordre d'une espèce de croyance que la vie est plus forte que tout. Et d'ailleurs, vous l'avez expérimenté, vous l'expliquez dans votre livre au sujet de votre œil, avec une forme d'auto-guérison. Vous disiez tous les jours, en fait, mon petit œil, ça va aller. Et finalement, vous avez guéri. C'est incroyable, oui. J'ai fait une thrombose de la veine centrale. C'est-à-dire qu'en rentrant dans une pièce et une autre, voilà pourquoi aujourd'hui j'ai des lunettes de soleil et des lunettes de vue tout le temps, parce que j'ai la vue très fragile maintenant. Mais je suis rentrée dans une pièce et j'ai perdu la vue, totalement de l'œil gauche. Et en fait, j'ai fait ce qu'on appelle une thrombose de la veine centrale. Et en fait, les médecins m'avaient dit que ça reviendra quasiment jamais, puisque ça met 2, 3, 4, 10 ans avant que cette grosse tache au milieu de l'œil puisse disparaître. Et elle a disparu en 6 mois. Et j'étais très, très, très étonnée. Maintenant, j'ai un petit voile, mais mes yeux sont sensibles, mais parce que voilà, je vieillis, les yeux sont sensibles. Mais en revanche, tous les soirs, je parlais à mon œil. Voilà, je disais, mon petit œil. C'est un peu bizarre ce que je dis, parce que c'est voilà, pris comme ça, tout seul dans son contexte, ça n'a pas d'intérêt, mais je rassure tout le temps. Je m'auto-rassure. Voilà, je dis, mon petit œil, ça va aller, tu vas revoir. La vue n'est plus là, mais elle va revenir. Et au bout de 6 mois, le docteur m'a dit, mais Madame Loubry, j'ai pas besoin de vous revoir. Ça y est, la tâche est quasiment partie. C'est fini tous ces examens atroces de l'œil pendant des mois. On arrête là, on vous laisse tranquille et la vie, tout va se revasculariser. Donc, dès lors qu'il m'avait parlé de revascularisation, dans ma tête, je m'étais dit, ok, mon petit œil, tu vois, t'as brûlé là, ça a brûlé, tu vas revasculariser. Et c'est ce que je fais aussi avec mon compagnon. Voilà. On sait aujourd'hui que les émotions et le somato a beaucoup d'influence effectivement sur le corps. Ça ne peut pas toujours tout, mais on connaît l'importance de ces sujets-là, d'y croire, d'envoyer, on pourrait dire, de l'énergie positive, peu importe les mots que les gens emploient ou mettront derrière, mais qui peut quand même avoir une certaine influence sans évidemment négliger la médecine conventionnelle. Ah, oui, non mais je suis entièrement d'accord avec vous. Moi, j'y crois. Je crois à la force de l'esprit. Maintenant, la médecine, là, en l'occurrence, la chimio, elle était obligatoire. La chimio détruit, mais sauve également, de nos jours. On n'est plus 10 ans en arrière, c'était pas comme ça. Il y a des gens qui avaient ce cancer il y a 10 ans, c'était pas possible de vivre 3 mois, 4 mois. Maintenant, avec les traitements, avec la chimio, avec l'esprit, avec les compléments alimentaires, avec un bon oncologue, et voilà, il y a une vraie espérance de vie. Ça, c'est important. Et j'y crois. Moi, en tout cas, j'y crois. Je ne persuade personne. Je ne veux pas dire aux gens... mais moi, j'y crois. C'est ma façon de faire, depuis toujours. Vous avez justement une croyance particulière, une sorte de foi ou une spiritualité dans le quotidien, ou c'est simplement... tout à l'heure, vous avez parlé de l'univers au début de l'interview. Oui, c'est ça. Je dis toujours, demande à l'univers et t'apportera la bonne solution. Moi, je crois comme ça. Tout simplement, pas de... C'est... voilà. C'est pas explicable, c'est même pas palpable. C'est juste, je crois qu'il y a quelque chose qui me protège. Mes grands-parents. Vos grands-parents qui sont passés de l'autre côté, oui. Ouais, j'y crois. Je crois que j'ai une protection. Quand j'ai quitté mon grand-père, voilà, il m'a dit, je te protégerai, ma petite.
Et c'était un fermier, c'était un homme extraordinaire. Mes grands-parents sont dans mon parcours, quelque part. Souvent, hein, c'est idiot, parce que je peux aussi comprendre que des gens se disent « mais c'est complètement barré ce qu'elle dit ». Je peux comprendre. Mais moi, quand je vois des papillons, je me dis « tiens, c'est mes grands-parents ». Je fais pas un focus, je suis pas obsédée par les signes du tout, du tout, du tout. Je me dis juste, à chaque fois que je vois des papillons, ça c'est ma grand-mère ou mon grand-père qui sont autour de moi pour me dire qu'ils sont là. Ouais, tout va bien. C'est ça, c'est tout. Mais c'est ma croyance à moi et je demande à personne d'y croire. Beaucoup de personnes témoignent quand même quand ils ont eu des défunts autour d'eux, qu'ils ont perdu un proche, de signes. En fait, je pense à Stéphane Alix qui a consacré aussi des livres à ces sujets-là. C'est sûr que je pense, en tout cas, vous n'êtes certainement pas la seule. Vous croyez comme ça en une sorte de bonne étoile. D'ailleurs, vous parlez de ce professeur qu'à un moment donné, vous êtes un peu perdu dans les méandres en fait du médical. Vous savez pas trop où vous en êtes après l'annonce du cancer. Et là, vous dites, il faut que je parle à quelqu'un. Et vous allez un peu au culot, comme ça, parler. Alors, vous êtes intimidé, hein, vous n'êtes pas culotté quand vous lui parlez, mais je dirais qu'il faut avoir vous allez avec sa photo dans le téléphone. C'est incroyable, racontez-nous. Incroyable. Parce qu'en fait, quand on a un cancer, que ce soit pour la personne qui l'a, elle est déconnectée de la vie. Ça, il n'y a plus rien qui est en phase. Et l'accompagnant est celui sur lequel on se repose. C'est pour ça que l'accompagnant est très important et a vraiment un vrai boulot. Et en fait, quand on est allé à Marseille et que j'ai enregistré la conversation avec le professeur qui nous dit c'est un cancer stade 4. Et mon compagnon lui dit j'ai encore beaucoup à vivre, et il lui a dit on va tout faire pour vous prolonger la vie dans les meilleures conditions. Et cette phrase, je l'ai refusée. Je l'ai refusée. J'ai dit c'est pas possible, je peux pas. Et pourtant c'était pas méchant ce qu'il disait. Il nous a juste expliqué que maintenant il y avait des bons traitements et qu'on allait tout faire pour que Gérard s'en sorte. Et en fait, quand il m'a dit ça, j'ai dit je veux pas aller à Marseille. J'habite Aix-en-Provence. Donc j'ai commencé à regarder des bouquins, je suis allée sur Internet et j'ai vu qu'il y avait un oncologue, Dr Mouisset. Et j'ai commencé à regarder ses conférences. Et je me suis dit, ok, demain matin, je suis à l'hôpital avec sa photo. Et j'y vais au culot, puisque c'est impossible d'avoir un rendez-vous avec un oncologue. On n'appelle pas comme ça en disant, je veux un rendez-vous. Et en fait, je suis allée à l'hôpital directement. Je suis montée au service d'oncologie. Et au service d'oncologie, j'ai vu toutes ces femmes sans cheveux. Et je me suis dit, et il y avait quelque chose qui régnait, j'arrive pas à l'expliquer, de beau. Voilà, c'est bizarre à dire, mais il y avait que de la bienveillance et c'était pas triste dans ce service d'oncologie. Donc déjà, je me suis dit, ok, déjà, premier point, ça va le faire. Et là, j'ai pris sa photo. J'avais sa photo sur mon téléphone et j'ai attendu qu'il passe parce qu'on m'a dit, vous voulez quelque chose? Je dis non, rien du tout. Et là, comme un miracle, mais après j'en reparle souvent avec lui parce que maintenant c'est devenu notre oncologue. Je lui dis, Jean-Loup, vous vous rendez compte ce que j'ai fait? Il m'a dit, vous avez été au culot. C'est-à-dire qu'il est passé, j'ai dit, vous êtes Jean-Loup Mouisset? Parce que je savais pas s'il ressemblait vraiment à la photo en fait. Il m'a dit oui. J'ai dit, s'il vous plaît, est-ce que je peux vous voir? Moi j'étais désemparée. Il m'a dit, 2 secondes, asseyez-vous. Il m'a reçu 5 minutes après. J'ai dit, voilà, mon compagnon a un cancer, je veux que vous le soigniez. Il m'a dit, rendez-vous ce soir à 20h. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais c'est-à-dire que quel homme fait ça? Et on l'appelle notre sauveur. C'est devenu pas un ami, mais quelqu'un de très proche. Et c'est un homme extraordinaire qui fait plein de conférences, voilà. Et c'est vrai que je suis allée au culot. Et je crois que dans la vie, parfois, avec une photo, j'ai réussi à trouver un bon oncologue pour mon compagnon, juste à côté de chez nous. Donc, ne pas aller à Marseille, ne pas lui imposer les trajets. Je voulais en fait qu'il soit bien, mon homme. C'est ça. D'ailleurs, vous êtes en train, d'une certaine manière, de le sauver. En tout cas, c'est ce que vous œuvrez à faire. Et vous dites que lui aussi, il vous a sauvé. Et vous, d'autres choses, de votre insécurité, de votre manque d'estime, il vous a aidé à vous sentir beaucoup mieux, à relativiser. Cet ouvrage est aussi, en quelque sorte, une forme de déclaration d'amour pour ce grand amour qu'est votre compagnon. C'est vrai. C'est vrai que moi, j'ai pas beaucoup d'estime. Je suis quelqu'un de très simple et qui a toujours été un peu sur la réserve en me disant, voilà, les autres sont toujours un peu mieux que moi, de toute façon. Et en fait, lui, il m'a aidé là-dessus. C'est un vrai chemin de s'apprécier,
de se trouver à peu près bien, de pas se trouver toujours des défauts. Et pourtant, les autres le voient pas. C'est quelque chose que les autres ne voient pas, mais lui m'a aidé là-dedans. Et c'est important. Il a réussi à m'équilibrer sur ses doutes, en me disant mais vas-y, fais-le. C'est pas parce que t'as plus de 50 ans qu'il faut pas le faire. Et il m'a vraiment je pense qu'on s'est aidés. On est tous les deux faits l'un pour l'autre. On est comme ça soudés. Ça rentre, ça s'intègre très 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 bien. Et mon manque de sécurité, effectivement, je suis pas sûre de moi, Anne, hein, mais au moins quand je fais quelque chose, je me dis c'est bien. T'as bien fait. Tu l'as bien fait. Voilà. Comment est-ce que vous l'avez surmonté, ce complexe qu'on appellerait aujourd'hui on peut parler d'usurpation, de non-légitimité, mais aujourd'hui, il y a un mot pour ça qui est ce syndrome de l'imposteur. Et on sait qu'il est beaucoup plus courant chez les femmes. C'est vrai. Alors, c'est vrai. Et souvent, je me suis dit, je suis pas légitime dans ça. Et maintenant, j'arrive à me dire, ok, là, je suis très légitime. Notamment sur Instagram, je suis très, très légitime. Et je parle à des milliers de femmes, comme vous dites, 100, 200, 300 par jour. Parfois, je m'octroie ce temps pour parler avec elles. Mais depuis des années, ça fait 10 ans que ça dure. Cette communauté, elle est juste incroyable. Il m'a aidée aussi à me dire que cette communauté, c'était des femmes qui avaient envie d'être simples, de profiter de la vie sans... Parce que la vie, c'est un cadeau quelque part. C'est être en vie, c'est un cadeau. Le passage, il est rapide sur Terre. Il faut en profiter. Malheureusement, parfois, on veut à la course à plus, toujours plus. Cette société de surconsommation de tout, toujours plus. Il faut apprendre à se poser. Et moi, mon compagnon m'apprend à me poser. Voilà. Et c'est marrant parce qu'hier, dans une interview, il y a quelqu'un qui me dit « Qu'est-ce que vous diriez à Véronica, la jeune fille qui avait 28 ans et qui a commencé la télévision ?» Et j'ai dit... Je lui dirais aujourd'hui, mais t'es trop mignonne, quoi. Profite, t'es trop mignonne. Moi, je me voyais tellement pas comme ça. Je me suis toujours vue une moyenne, quoi. D'ailleurs, dans le livre, je dis, je suis... les gens me disent que j'ai la Jennifer Aniston française pour eux, pour ceux qui me connaissent, dans l'humeur, dans mon mood. Mais moi, je me voyais plus... comme la provinciale. Vous voyez, je le dis dans le livre. Hein, je suis la provinciale à Paris. En anglais, on pourrait dire the girl next door, la meilleure amie... Voilà, et vous c'est ça. Ça, c'est vrai. Ah, ça, c'est vrai. Je suis d'accord. Ça, en revanche, je veux bien ça parce que je suis vraiment the girl next door, moi. Hein. Vraiment, alors là, je fais peur à aucune femme. Hein. J'ai jamais une femme qui m'a dit « Oh là là, Véronica Loubray va me piquer mon homme. Hein. » Ça, c'est pas possible. Je suis la bonne copine, plutôt. Oui, mais c'est chouette. D'ailleurs, c'est pas du tout péjoratif. Hein, quand je le dis et quand on le dit, en général, c'est la bonne amie. C'est ça, Et oui, c'est ça. C'est plutôt ça. Vous dites dans le livre qu'on vous qualifiait d'ailleurs à la télévision, quand vous avez démarré dans un milieu pas évident, on vous qualifiait de petit ovni. Parce que vous, justement, cette simplicité, puis un esprit libre. Et quand je dis simplicité, c'est aussi en rapport avec la terre. C'est-à-dire que ce qu'on retrouve quand même dans les milieux proches du vivant, proches de la terre, et on y revient à 300% aujourd'hui, il y a une forme de bon sens, d'intelligence du cœur, et qui finalement est l'essentiel en réalité dans une vie. Mais je suis tellement d'accord avec ce que vous dites. C'est-à-dire qu'on y revient tellement maintenant. Je crois qu'il y a une nostalgie. Il y a quelque chose d'avant qui interpelle énormément les femmes. Et moi, je suis une fille de la terre avec des grands-parents fermiers. J'ai été avec des parents ouvriers dont je suis tellement fière et proche. Et je suis quelqu'un de simple. Quand Dominique Cancien me castait, elle m'a dit « Tu es un ovni ». Ils m'ont toujours dit que j'étais un ovni parce qu'en fait, rien de tout cela et du milieu et du show business ne m'intéressait. Les soirées ne m'intéressaient pas. D'ailleurs, à ce jour, hein, quand une marque me demande de travailler avec elle avec des beaux montants en me disant qu'il y a 3 ou 4 soirées, c'est non. Je ne veux pas, j'ai pas envie. Je n'ai pas envie de tout cela. J'ai envie de simplicité. Je suis quelqu'un de simple. Et en fait, oui, la terre pour moi c'est important. Et je suis bien parce que je suis avec mes racines et en phase avec moi-même, quoi. Vous avez vécu des coups bas, des moments difficiles dans des milieux qui ne sont pas toujours tendres. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, avec du recul, vous en avez retiré ? Et en même temps, vous dites c'est intéressant parce qu'il y a comme une sorte d'effet miroir que finalement, ça nous permet aussi d'évoluer. Ces gens qui nous font du mal ou qui ne sont pas toujours très sympas, qui vous jalousent, qui veulent votre place. Comment est-ce qu'ils nous aident, en fait, sans le savoir d'une certaine manière ? En fait, je vais rester qu'avec vous dans les interviews parce que vous avez des bonnes questions. Je ne veux pas faire les autres, on va s'arrêter là.
c'est trop chaud. Mais non, c'est vrai, c'est super intéressant et vous avez raison dans tout. Les gens, souvent dans notre parcours de vie, vous avez remarqué, et vous aussi, parce que vous avez écrit, les gens qui sont négatifs et qui vous veulent du mal, ça apportera que du bien pour une expérience. C'est ce que j'explique aussi à ma fille, qui n'a que 23 ans et qui débute, et qui est dans le métier, dans le mannequinat. Elle me dit parfois, les gens, maman, sont méchants, sont odieux. Ce qui s'est passé avec les réseaux, c'est que les gens s'expriment sans connaître, sans humanité. Et moi, les gens que j'ai rencontrés durant ma carrière, et même quand j'ai débuté, Anne, pour vous dire la vérité, sur Instagram, j'avais un groupe de filles qui passaient ses journées à critiquer tout ce que je faisais en me disant que j'étais tellement ridicule et pathétique. Mais aujourd'hui, c'est pour ça que j'en rigole fièrement. Je suis pas quelqu'un de très fier de moi, mais je dis toujours, quand moi j'étais sur l'autoroute, maintenant, moi j'ai fait des allers-retours sur l'autoroute, elles sont encore sur la nationale, parce que ces filles maintenant font la même chose que je faisais il y a 6 ou 7 ans. Mais il y a 6 ou 7 ans, j'étais la risée de ces gens-là. Alors, dans ma tête, je me dis, elles m'ont apporté que, quelque part, voilà, c'est intéressant de voir l'être humain qui critique. La critique est aussi constructive. Moi, je suis pas contre, Anne. Ah non, je n'ai pas envie d'être critiquée. Ah oui, je me remets en question, évidemment, fatalement. Mais en revanche, quand on critique gratuitement, ça fait partie de l'être humain. Pour moi, je supporte pas cette critique et je me dis, ok, je garde ce que j'ai à garder, j'avance, ça reste dans ma tête. Si c'est intéressant et constructif, je le garde. Sinon, je suis assez vieille maintenant, entre parenthèses, pour savoir ce que j'ai à faire et de qui je dois recevoir des critiques. Vous êtes d'accord? Il y a un moment donné, voilà, et les gens, d'accord, leur avis, ok, mais bon, papa, pensez qu'à ça non plus, il faut faire attention. Les réseaux, c'est trop facile de critiquer. De toute façon, je bloque tout le monde, moi. Je ne vais pas me fatiguer maintenant. Quand j'ai commencé à être sur Instagram et qu'il y avait 1 ou 2 commentaires qui n'étaient pas plaisants, mais je les bloquais. Pourquoi rester chez quelqu'un? Mon Instagram, c'est ma maison. Pourquoi rester chez moi? Si tu as envie de me critiquer, va-t'en. Moi, je te mets à la porte. Voilà, tu sors de chez moi. Et ça les embête, les gens, vous ne pouvez pas savoir, Anne. Parce que moi, je ne suis pas à la recherche ni de followers, ni d'avoir plus. Si je pouvais rester à 230, je serais trop contente. Parce que plus il y a de gens, plus il y a de critiques. Plus c'est facile de critiquer. Et moi, je ne suis pas dans cet esprit. Je suis dans un esprit bienveillant pourtant. Au début, ces critiques, vous les receviez un peu comme des coups de couteau dans le dos. C'est vrai que parfois, j'entendais, je crois que c'était un rappeur américain qui disait qu'il suffisait de 3 critiques négatives et dures pour 1000 éloges et critiques positives pour qu'en fait, ça lui fasse vraiment du mal. Il se sentait pas encore protégé de ça. Et c'est sûr que ce qui s'écrit parfois, personne ne le dirait jamais en face. Et mais jamais. C'est ça qui est incroyable avec les réseaux. Vous avez raison. En revanche, moi, j'en ai... alors, je touche du bois. Là, il y a une belle table en bois devant moi. J'en ai pas beaucoup, Anne. J'en ai quasiment jamais. Jamais. J'en ai eu pour le Forbes, parce que les gens, une petite bande de Parisiennes, toujours les Parisiennes, c'est bizarre ça, et supportaient pas que je fasse le Forbes. Qui, moi, Véronique Aloubry, provinciale, de surcroît, plus à la télé depuis tant d'années, qui faisait partie de la stratosphère des animatrices populaires, et tout ce qui est populaire ne plaît pas forcément au microcosme parisien. Ce que j'appelle le microcosme parisien, c'est ceux qui détiennent et les magazines de mode. Et c'était pas vendeur, Véronique Aloubry. Eh bien, je peux vous dire que quand j'ai fait Forbes, ça a été l'article le plus commenté et le plus vu et lu en 2 ans. Sur Instagram, il n'y avait pas eu aucune photo plus commentée que la mienne. Alors, fatalement, ça a créé qu'il y ait 1 ou 2 personnes. Alors, il y en a une qui avait écrit « Oui, mais bon, elle a pris l'avion pour aller à Miami. Combien de tonnes de CO2 pour la planète ?» Oh, fatigant. Aucun rapport. Qu'est-ce que ça vient faire là dans l'article de Forbes? Donc, il y a toujours ces petites gens qui ont envie de faire ça. Donc, ça, je les laisse. Mais une vraie critique, il y en a toujours 1 ou 2, mais elles ne me font rien. Anne, je vous jure, elles ne me font rien. Parce que mon cœur est pur et je me dis que je les bloque et je veux même pas les regarder. Et allez, au revoir, merci. Je trace mon chemin. Il y a beaucoup plus dur. Cette année, j'ai vécu une année la plus dure de toute mon existence. Ça, c'est important. Le reste, c'est pas important. Le blabla, les cancans des Parisiennes, des soirées. Moi, les soirées, je les fais pas.
Donc, de toute façon, même là, la maison d'édition m'a dit tout à l'heure, c'est un scoop, elle m'a dit, Véronica, on voudrait fêter la réimpression du livre, parce qu'il est en réimpression, alors qu'il n'a pas été... Il est toujours en précommande. Je ne sais pas quand passera cette interview, mais il est encore en précommande. Il n'est pas en vente, il sera en vente que le 20. Et en fait, elle me dit, si tu veux, on fait une soirée dans une boîte ou un truc comme ça. Je dis, pas du tout. On fait un petit truc au restaurant avec la maison d'édition, ça me suffit. Je suis pas soirée, je m'en fiche. Voilà. Oui, c'est pas votre... Non. D'ailleurs, ça tombe bien, vous me tendez la perche. Au sommet de votre succès, vous tombez enceinte de votre premier enfant et à ce moment-là, vous décidez de tout arrêter. Comment, à ce moment-là, vous savez que c'est la bonne décision? Pourquoi? On a l'impression que dans votre vie, il y a ce qui est prioritaire. Vous avez ce gut feeling, cette intuition qu'en fait, voilà, là, c'est un temps pour autre chose. Et vous ne subissez pas, en fait, la pression des dictates peut-être autour de vous. C'est ça, on parlait de liberté tout à l'heure, c'est ça qu'on sent chez vous quand même. C'est ça, c'est la liberté. Quand j'ai eu le 7 d'or, j'étais enceinte de ma Titi. J'étais enceinte de 3 mois. Et Jean-Luc Delarue me dit, c'est toi qui vas avoir le 7 d'or. Je dis, mais non, pas du tout. Il y avait quand même toutes les filles de la télé. C'était l'animatrice préférée des Français et l'émission préférée. Donc les deux. Je me suis dit non. Et en fait, c'est moi qui l'ai eu. Et Jean-Luc, en sortant, il m'a dit, maintenant, à toi de jouer. T'as tout, t'as un boulevard là. J'ai dit, j'arrête. Il m'a dit, non, tu peux pas faire ça. Je dis, j'arrête, Jean-Luc, j'arrête. Je pourrais jamais continuer avec ma fille. Ma fille, ça va être ma priorité. Et ma fille, ça a été ma priorité. En fait, j'ai choisi mes priorités. Alors, vous allez me dire, oui, parfois, c'est pas facile. Parfois, des femmes ne peuvent pas. Mais parfois, moi, j'ai préféré changer de cap et pas avoir les mêmes choses que les autres et me dire, c'est comme ça. Mais je pense aussi que d'avoir été une fille qui arrivait de province a beaucoup aidé à ce que je parte à nouveau de Paris. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus facile de se dire, tiens, je retourne en province, que ma fille accouche, que j'accouche, pardon, n'importe quoi, moi, dans de bonnes conditions et non pas à Paris. Voilà, c'était des choix. Les choix, vous avez raison. Vous êtes un peu maman poule, on vous voit très proche aussi de vos enfants, de votre fille. Pour vous, ça a été un véritable cadeau, vous le dites, ces 2 naissances? Cadeau de Dieu. J'étais une femme qui aurait pu faire 5, 6, 7 enfants. Mes enfants, c'est ma vie. Mes enfants, c'est mon futur. Je veux qu'ils soient heureux. Voilà. J'ai pas grand-chose à leur dire à part d'être heureux. Et quand on est heureux, où que l'on soit, que l'on ait beaucoup, pas beaucoup. C'est ce que j'ai dit hier également. Pas besoin de beaucoup d'argent. Il faut juste être heureux, avoir un bon cœur. Et l'univers nous rendra les belles choses que l'on donne. C'est tout. Mes enfants, c'est ma vie. C'est vraiment ma vie, mes enfants. Voilà, mon fils, il a 17 ans, je l'accompagne tous les jours au lycée, le matin à 7h, même si je me suis endormie à 4h du matin, parce que je travaille beaucoup. C'est ma priorité, voilà. C'est pour ça que vous êtes aussi engagée auprès d'associations caritatives. Vous disiez tout à l'heure, vous êtes marraine du Point Rose, qui soutient aussi les personnes qui sont confrontées à la fin de vie d'un enfant. Donc c'est extrêmement douloureux. Et puis peut-être aussi en tant que maman, c'est pas toujours évident. Vos enfants sont en bonne santé. Qu'est-ce qui vous a donné l'élan d'être marraine de cette assoce ? En fait, quand Nathalie, qui est la femme qui a fondé le Point Rose, m'a appelée, elle me dit, voilà, on fait une vente aux enchères et on aimerait beaucoup vous avoir. Et est-ce que vous pouvez venir à telle journée? Alors moi, j'ai regardé sur Internet, je me suis dit, mais c'est pas vrai, c'est quoi cette association Les Enfants en fin de vie, là? Ça peut pas exister, ça. Et en fait, je suis allée. Et quand je suis arrivée, elle m'a dit, voilà, je suis Nathalie et c'est moi la maman de Carla Marie. J'ai perdu ma petite fille à 9 ans. Elle avait 9 ans, d'un cancer du tronc cérébral. Et là, j'ai fondu en larmes. J'arrivais pas à avoir le recul nécessaire. Et j'avais envie de la prendre dans mes bras. Je la connaissais pas. Je me suis dit, mais quelle indécence. Pourquoi je pleure comme ça? En fait, je pensais à ma fille et je pensais aux mamans avec des enfants. Et elle m'a dit, mais ça va. Carla Marie est avec moi. Et si tu veux, on va faire des grandes choses ensemble pour cette association. Et c'était il y a 5 ans. J'ai jamais quitté Nathalie. Et j'ai rencontré beaucoup de parents depuis. J'en rencontre encore. La force qu'ils ont. Comment ça s'appelle excusez-moi, je perds mon mot. Quand on a le recul, enfin pas le recul, mais quand on... La mince a un nom spécial, pardon. À chaque fois que je parle de ça, ça m'émeut aussi un peu. La résilience, pardon. La résilience, excusez-moi. La résilience de certains parents. Tout est dur. Et depuis, tous les ans, on fait 1 ou 2 ventes aux enchères. On récolte de plus en plus d'argent pour créer cette maison
qui est une maison. Alors, c'est très dur ce que je vais vous dire. C'est une maison pour les enfants en fin de vie. C'est-à-dire que, comme Nathalie a perdu sa fille dans ses bras à l'hôpital à 3h du matin et qu'on lui a dit maintenant, il va falloir changer de lit. Et elle a dit, vous changez pas ma fille de lit. Elle vient de décéder. Et l'infirmier lui a dit, mais oui, mais là, on a besoin du lit. Il y a quelqu'un d'autre qui arrive de plus important, quelqu'un de vivant. Et elle s'en est jamais remis. Et là, on a créé une maison. Maintenant, ça y est, elle a trouvé la maison, Nathalie, pour que les enfants, et c'est très triste, c'est pour ça que j'ai beaucoup de recul sur tout maintenant, puissent finir leur jour, malheureusement, dans un endroit qui n'est pas l'hôpital. Voilà. Avec des médecins, avec tout, tous les gens, mais au moins, pas dans un univers où ils ont peur. Mais les enfants sont très forts, en fait. C'est très paradoxal, parce que les enfants ont une force. C'est souvent les enfants qui disent aux parents, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, maman. Ne t'inquiète pas. Oui. Tout va bien. Tout ira bien. On n'a pas vu d'enfants apeurés. Mais quand même, dans leur tête, il n'y a plus de blouse blanche. Là où l'endroit que Nathalie est en train de créer. C'est vraiment beau. C'est une belle association. Je suis très fière de la représenter. D'être marraine, en tout cas. Merci en tout cas de leur donner chapitre et voix aussi là dans notre interview, et puis comme vous le faites au quotidien, c'est tellement important. On renverra vers leur site internet si les personnes veulent les soutenir. C'est gentil, merci. Vous dites aussi que c'est dans votre dernier chapitre qui s'appelle Ode au temps qui passe, que vous engagez les femmes vraiment à se sentir bien dans leur peau à tout âge, et en fait ça renvoie à la mort, à la fin de vie, où finalement quand on prend de l'âge, c'est aussi une chance quand on peut être bien. En bonne santé, de réaliser que oui, on prend de l'âge, mais si je prends de l'âge, c'est que je suis en vie. Ces enfants-là dont vous parlez, en effet, n'auront jamais eu la chance de vivre à 50, 55 ans, 60, etc. Mais vraiment, Anne, merci pour toutes ces bonnes questions, c'est vraiment ça. Tout ce que vous dites, c'est ça. C'est-à-dire que je dis toujours, moi, voilà, je vieillis, je vieillis et j'ai une chance inouïe de vivre. J'ai 55 ans, j'ai été jusqu'à 55 ans, mon corps, il me supporte depuis 55 ans et j'ai vu des petits-enfants partir 3 ans, 5 ans, 8 mois, 10 ans, 15 ans, 18 ans. Il y a de plus en plus de cancers. Il y a de plus en plus de cancers, ce que l'on respire, ce que l'on mange. Il y a des enfants qui ont des cancers à 18 ans, c'est pas possible d'entendre cela. Donc quand je vois des femmes, ouais, mais je suis vieille, je suis si... Mais non, mais t'es en vie. Et dans Ode au temps qui passe, je dis, mais profitez de chaque minute, respirez, regardez autour de vous, ça fait du bien. Nous sommes vivants. Le passage sur Terre est rapide, c'est ce que je dis. Il est rapide, mais il est lent, et il est long en même temps. Donc profitons de chaque moment. Et à 55 ans, être vivant, c'est beau, parce qu'aujourd'hui, excusez-moi pour le bain 2 fois, mais c'est un privilège. Que de vieillir. C'est un privilège, ce n'est pas un désavantage. Alors oui, quand je parle avec mon assistante, c'est trop drôle parce que elle est là, je la vois derrière, mais je lui dis, oh oui, la ménopause, les bouffées de chaleur, oh là là, si on éternue, il faut faire attention. Et un jour, elle m'a dit, oh, vous me faites trop peur avec toutes ces choses sur la ménopause, j'ai peur maintenant à cause de vous. Et je rigole parce que je lui dis toujours tout ce qui ne va pas à la ménopause. J'arrête pas de lui dire, tu sais, en ménopause, ça c'est vraiment chiant, ça c'est chiant, ça c'est chiant. Et en fait, on rigole parce que elle est toute jeune et je me dis, c'est une chance d'avoir été jusqu'à la ménopause. Il y en a qui ne l'auront jamais, comme vous dites, les enfants, malheureusement, tous ces anges partis trop tôt. Et il faut savoir se dire, voilà, on vieillit, mais on a de la chance d'être vivante quand même et de partager des bons moments avec les gens que l'on aime. C'est le principal. Ça revient à la terre, ça revient toujours à ce que vous disiez tout à l'heure, ce besoin pour moi de revenir à la nature, voilà, aux choses simples. Qui est un immense lieu de ressourcement pour vous. D'ailleurs, vous disiez, dans l'autre exemple, vos parents qui sont encore très actifs, très sportifs. J'imagine que vos grands-parents à la ferme, c'était aussi des fortes natures, physiquement. C'est vrai que ça demande des bonnes constitutions. Sportives, athlétiques, on pourrait même aller jusque-là, parce que quand on bosse 10 heures par jour à l'extérieur, il faut avoir une bonne constitution. Complètement. On l'oublie tout ça aussi. Le bien vieillir, et pas dans une forme de jeunisme, mais dans une forme de se sentir en pleine santé, en réalité. C'est exactement ça. Le bien vieillir, c'est ça. Tout à fait, je suis d'accord avec vous. Après, peut-être aussi, vous vivez aussi... Vous ne vivez pas à Paris, c'est ça ? Je ne vis plus à Paris. Vous ne vivez pas à Paris. Je ne sais pas, est-ce que Paris fait devenir les gens un peu... je ne sais pas, à part les salles de sport...
je sais pas, moi j'ai vraiment besoin de nature. Là, c'est bien dans le studio, il y a un petit jardin, ça me fait du bien. C'est agréable. Je pense qu'il faut puiser dans ces énergies et le bien vieillir. Et c'est pas forcément. Je sais pas comment m'exprimer, mais je sais que vous savez ce que je veux dire. C'est pas forcément cette vie trépidante, le bien vieillir. Il faut savoir s'octroyer du temps. Et du temps pour les autres, pour soi. Je suis aussi bénévole, je ne sais pas si je le dis dans un EHPAD. Je ne sais pas si vous avez vu, j'aide des petites grand-mères. Je vais les voir très régulièrement et je suis allée pour la fête des grand-mères l'autre jour parce que j'ai plus ma grand-mère. Elle m'a dit, mais Véronica, vous êtes notre petit rayon de soleil, notre petit bonheur. Donc alors, elles ont des 87 ans, 90 ans, 95 ans. Il y en a même une qui a 102 ans qui fait du piano. Et après, quand on voit les gens aussi dans les maisons de retraite, on se dit, waouh, il faut profiter là. La vie, là, ça y est, là, 55, 70, 75, c'est maintenant, là, c'est la dernière ligne droite, les gars. Il faut bien vieillir tranquillement, heureuse. Je discutais récemment dans une interview avec Marie de Henzel, qui a beaucoup écrit sur le bien vieillir et qui me disait qu'on manquait encore de femmes, de rôle modèles, justement sur ce bien vieillir et qui puissent inspirer avec cette parole libre, comme je pense à cette journaliste qui a écrit ce récit sur la dernière femme ridée, Sophie Fontanelle, sur la dernière femme ridée sur Terre et qui interroge tout un tas de femmes de cette génération en disant mais finalement qu'est-ce qu'on veut aussi donner pour ces jeunes femmes qui viennent après. Vous avez le sentiment d'être un rôle modèle aujourd'hui? Ça serait très prétentieux de le dire et moi les gens, même la journaliste de Forbes m'a dit tu es un modèle pour les femmes. Moi, je me vois pas comme ça. J'ai toujours du mal, vous savez, dans le cursus à me placer bien. Mais les gens me disent quand je les rencontre dans la rue, elles me disent « Vous êtes mon modèle, vraiment. » Beaucoup de femmes, elles ont entre 45 et 65 ans. Elles me disent « Voilà, vous êtes mon modèle. » Je vois des jeunes filles qui disent « Ma maman, vous êtes son modèle. » Alors, je sais pas vraiment ce que ça veut dire. Je pense que il y a un vrai problème avec la femme dans la société à partir d'un certain âge. On le sait, les actrices le savent. C'est comme ça, c'est la vie. Mais... je suis assez... ce que pensent les autres et les bien-pensants, ça m'indiffère. Totalement. Je pense que la femme, elle doit bien vieillir si dans son cœur, il y a quelque chose qui la convainc de bien vieillir. Si c'est juste bien vieillir parce que c'est écrit qu'il faut bien vieillir, on va pas y arriver. C'est tout un état d'esprit. C'est tout un process pour bien vieillir. Ça n'arrive pas comme ça. Il y a un mental, il y a l'intérieur, il y a l'environnement, il y a tout pour bien vieillir. Mais on a de quoi bien vieillir, on a cette chance. Vous êtes passé par des stades, des caps, il y a des choses que vous avez pu faire ou partager, un travail d'introspection, ou vous êtes comme ça et donc vous avez vécu ce process, je dirais, assez naturellement? Je suis comme ça. Et je l'ai vécu naturellement. Oui. J'ai vécu naturellement. Vous n'avez pas ressenti le besoin d'avoir été accompagné par une ou un thérapeute? Non. On a vu tous les deux, parce que l'oncologue qui nous suit a un centre qui s'appelle le Centre Ressources pour aider, et ça c'est juste exceptionnel, les gens, les accompagnants et les gens qui ont le cancer, pour des thérapeutes, des massages, pour tout. On a vu tous les deux, chacun, un thérapeute, une fois. Et à la fin, mon amoureux m'a dit « Moi, ma thérapeute, c'est toi. » Et moi, je lui ai dit « Moi, mon thérapeute, c'est toi. » Donc, on a eu cette chance. Mais je ne suis pas contre du tout. Du tout. Je trouve que quand on a besoin de parler à quelqu'un, il faut parler à quelqu'un. Ça, c'est sûr. Mais nous sommes trouvés, quoi. Nous, c'est comme le yin et le yang. Et j'ai besoin de parler de quelque chose, il m'écoute et vice-versa. Donc, en fait, on n'a pas eu besoin de se faire aider. Je ne suis pas contre, en revanche. On approche, Véronica Loubry, de la fin de cette émission. Vous dites déjà aussi dans votre ouvrage... Mais oui, c'est vrai que ça passe vite, là, toutes les deux. Ça va vite. Vous dites que vous êtes... peut-être que vous devenez l'une des meilleures versions de vous-même. C'est un terme qui peut être un peu galvaudé dans le milieu du développement personnel, cette idée qu'il faudrait devenir la meilleure version de soi-même. Vous le dites à propos de vous en disant que finalement... vous aimez celle que vous êtes devenue aujourd'hui profondément, et pas dans quelque chose, on le sent, de narcissisant, mais dans quelque chose de plein et entier, de serein quelque part. C'est tout à fait ça.
je deviens la meilleure version de moi-même. Pas du tout, comme vous dites, narcissisant. C'est plutôt, je suis contente. En fait, je me suis... j'ai abouti, n'importe quoi. J'ai été là où je voulais aller. Et en fait, la version, c'est pas forcément la version du travail, et c'est la version de mon âme. Elle est belle. Et j'ai la meilleure version à 55 ans. Peut-être qu'à 40, elle n'était pas tout à fait comme cela. À 30 non plus. À 20, j'avais pas du tout les mêmes aspirations. J'étais à 20 ans, quand on vous dit lui, il est mort, on se dit il était vieux. Hein, c'est comme ça. La mort n'existe pas quand on est jeune. Elle est même pas dans nos... Mon fils, il passe son permis. Je dis, moi, j'ai pas envie, moi, qu'il t'arrive un accident. Il me dit, mais de quel accident tu parles? Et on n'y pense jamais. C'est en vieillissant qu'on commence à prendre conscience de la vie, de ce qu'elle est, de la beauté de la vie, des dangers de la vie. Quand on devient maman, c'est catastrophique. On veut plus prendre l'avion. Il y a plein de choses qui se mettent en route. Et en fait, moi, quand je dis la meilleure version, c'est pas du tout pour me mettre très en haut. La version de moi-même par moi-même. Je me juge. Je ne demande à personne de me dire que moi, je suis la meilleure version. Mais moi, ma version, sur le cursus, elle est bien haute là. Alors après, je suis accomplie. Je fais des choses qui me plaisent. Je suis bénévole. Mon travail me plaît. Mes Insta-amis me comblent. Mon homme se bat. Et je me bats à ses côtés. Et le combat va aboutir à quelque chose de positif. Et j'ai des amis en or qui ont cette chance de m'avoir comme amie. Et j'ai un travail en or. Et regardez, j'ai fait un interview avec une journaliste en or. Donc moi, je suis contente. Je vais partir dans le train. Je suis heureuse. Quand je dis la meilleure version, c'est que je suis accompagnée de belles choses autour de moi. Voilà, ça fait plaisir. C'est ça ma meilleure version. Voilà. Vous savez aussi les reconnaître, et ça vous le dites dans votre livre, que la vie a su placer sur votre chemin des personnes que vous avez trouvées extraordinaires, avec qui il y a eu effectivement des trahisons, des choses difficiles, des coups bas, mais il y a eu aussi ces anges en fait sur votre chemin, et puis évidemment votre compagnon, vos enfants. Et donc, est-ce que vous pensez que c'est aussi, on terminera par là, une question de regard, le regard qu'on porte finalement sur les autres, sur les personnes extraordinaires qui peuvent être à côté? Certaines fois, on peut ne pas faire attention. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que il faut ouvrir les yeux. Parfois, dans la vie, on passe à côté de choses. Hein. On le sait tous. Hein. Mais je me dis que même moi, quand je rencontre des gens, c'est leur âme c'est l'âme des gens qui m'intéresse. Je dis toujours à ma fille, si t'as une belle âme, ma fille, évidemment, rien ne sera facile sur le chemin. Mais si t'as une belle âme, ça marchera. Et moi, je crois beaucoup à cela. Je me dis que voilà, je fais pas attention au physique des gens. C'est ce qui est à l'intérieur qui m'intéresse. Et ça a toujours été comme ça. Je pense que les anges qui m'ont guidée et ont été avec moi vers cette simplicité. Je finirai comme ça si c'est OK pour vous. Moi, je suis quelqu'un de simple et en fait, les anges, ils sont autour de moi, ils sont simples et se sont dit, elle est sympathique. Elle est simple et elle est sympathique. On va lui mettre des belles choses sur sa route, même avec des embûches, hein, parce que franchement, j'en ai eu des galères. Hein. Mais à la fin, tout ira bien. D'ailleurs, vous ne les appelez pas des galères, vous les appelez des surprises. Et puisque c'est le titre de votre ouvrage, votre premier ouvrage, La vie m'a réservé bien des surprises. Là. Et déjà, ce mot de surprise est très joli, puisque en fait, il comporte tout dedans, les épreuves comme les joies. Et c'est c'est la vie, finalement. Et c'est ça qui est bon. Merci infiniment, en tout cas, Véronica Loubry, d'être venue partager un bout de votre vie dans le podcast Métamorphose. Je rappelle que votre ouvrage, La vie m'a réservé bien des surprises, est disponible aux éditions Le Duc, et on vous retrouve évidemment sur Instagram @Véronica Loubry. On va essayer de pas trop dépasser les 230 000 avec les auditrices de Métamorphose, mais je pense quand même qu'elles vont vous suivre massivement. Mais il y en a certainement déjà beaucoup qui vous suivent. Merci beaucoup. Merci, c'est un honneur. Merci beaucoup, Anne. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Spotify et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphospodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h.